Et bonjour tout le monde, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur cette critique du chapitre 1059 de One Piece. Et quel chapitre les amis! Mais quel chapitre de dingue! Je n'ai pas eu autant de plaisir avec un chapitre depuis très longtemps. J'ai pris une claque avec ce chapitre les amis, mais c'est hallucinant. Je ne m'attendais pas à ça. Personne ne s'attendait à ça. Alors moi, je fais partie de la team qui n'est pas dérangée par les spoils. Ce qui fait que je m'intéresse aux spoils. Ce qui fait que j'ai eu une hype croissante tout au long de la semaine jusqu'à la découverte de tout le chapitre page par page. Mais je peux vous assurer que ça m'a rien enlevé de la hype de voir ces pages monstrueuses des infos que j'avais avec des spoils. Et je le répète, s'il vous plaît sur les réseaux, si vous êtes comme moi et que vous aimez les spoils, vous n'êtes pas dérangé par les spoils, faites attention à pas spoiler les autres et à pas niquer le plaisir des autres. Parce que quand tu vois ce chapitre, quand tu vois ce genre de chapitre, les gars, faut vraiment pas niquer la découverte des mecs qui aiment pas se faire spoil, tu vois. Parce que un mec qui aime pas se faire spoil, il lit ce chapitre, il est sur le cul, ok. Bon, alors ce chapitre, les amis, comme d'habitude, je vous rappelle, on prend le chapitre page par page et je vous donne mon avis. On commence avec une page, la page cover, où nous avons Katakuri et Oven qui se foutent sur la gueule parce que César a développé un gaz hallucinogène. Il va falloir commencer à parler de César, les gars. Ce mec, mais il est surpuissant en fait, genre on se rend pas compte. Le niveau de puissance de César, en fait, la force d'un One Piece, les amis, elle est pas, c'est pas comme dans plein de shonen, c'est pas une force basée sur je suis plus fort que toi, juste parce que ma puissance est plus forte que je suis plus puissant, etc. Non, il y a plein de critères qui rentrent en jeu. César, en tant que personnage, son fruit du démon, ses capacités, ce qu'il peut faire, étant donné qu'en plus il est spécialisé dans tout ce qui est chimiquement, les armes, etc. Même si c'est le moins bon des scientifiques qu'on a pu nous montrer, c'est-à-dire le groupe des Mad, vous vous souvenez, avec, en plus on va revenir à Vegapunk dans le chapitre, mais Vegapunk, pas Yonchi, merde, le père de Sanji, comment il s'appelle déjà, Juge et Queen. Bon, César, c'est le moins bon, on va dire, des quatre. Quand on voit ce qu'il a fait, les smiles, les expériences pour les enfants géants, bon, voilà, on va dire c'est celui qui a le moins de réussite par rapport aux autres. Mais en termes de ce qu'il peut faire avec son fruit et avec ses connaissances, mais c'est hallucinant. Il peut, donc, que comme Katakuri, et Oven, on parle pas de personnages faibles dans le monde de One Piece, on parle de grands pirates du monde de One Piece. Les pirates qui sont des commandants ou des très haut placés dans un équipage de Yonko, c'est certains des plus puissants pirates de l'univers One Piece. Et César a un pouvoir qui permet de faire que deux personnes qui sont vraiment mais très puissants, hein, c'est pas des billes, tu vois, on parle de deux personnes très puissantes quand même, se foutent sur la gueule entre eux. Mais c'est, je sais pas si moi je suis désolé, je m'attarde vraiment sur cette page cover parce que César, c'est un personnage que je trouve complètement débile. Genre, il me fait trop rire. Mais qu'est-ce qu'il est puissant! J'adore la puissance de son fruit, quoi. Vraiment. En fait, c'est comme, il me rappelle un peu Magellan, quoi. C'est genre, son fruit est cheaté, quoi. Il te chope, il t'a chopé, tu vois. Genre César, on le voit sur Punk Hazard, souvenez-vous, avec le gaz où il étouffe tout le monde et donc il met KO Luffy en 2 secondes et t'es en mode what the fuck. Là, il faut un gaz hallucinogène. Katakuri et Oven, ils se foutent sur la gueule. Mais qu'est-ce qui se passe s'il fait ça sur des mecs encore plus forts, en fait? Est-ce que le fait que les gens plus forts se recouvrent de Haki des Rois aurait protégé du gaz hallucinogène? Je suis pas sûr, tu vois. Mais imagine, César arrive, il fout son gaz hallucinogène, Kaido Big Mom, il se fout sur la gueule, tu vois. Genre, non mais, vraiment, non mais sans déconner, moi je suis... vraiment, j'adore ce pouvoir. Enfin bref, passons, parce que je viens de passer 3 minutes sur la page cover, ce qui n'a aucun sens, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Alors on retrouve
l'équipage de Shanks. Alors ça, je m'y attendais pas. Et en fait, on se rend compte que Shanks a accompagné Marco jusqu'à l'île du Sphinx. Et en fait, il y a une question que je me pose, c'est dans Grand Line, on sait que pour avancer dans Grand Line, il faut suivre son logpost. Est-ce que du coup, le logpost de Shanks qui était arrivé à Wano a tout de suite indiqué Sphinx, ou Marco a les connaissances pour guider lui-même Shanks, ou est-ce que Shanks, à partir du moment où quand tu as découvert tout Grand Line, tu peux te permettre de voyager comme ça sans suivre ton logpost. En fait, j'ai vraiment de plus en plus, alors on s'en fout, c'est pas très grave, donnez-moi votre avis, mais j'ai cette sensation que le logpost, tu peux l'esquiver en fait. Parce qu'en fait, je me dis, ou alors qu'est-ce qui fait qu'un logpost, par exemple, on voit, on a eu la scène, vous savez, avec Kid, Lo et Luffy, où ils veulent suivre le logpost et il y en a un qui va là, enfin, à gauche, à droite et au milieu. Qu'est-ce qui fait que ton logpost indique une île en fait? Si elles sont à équidistance, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi Shanks va son logpost lui indiquerait Sphinx comme par hasard, ce qui permerait. C'est juste. Je commence à me poser des questions sur le logpost. Est-ce qu'on peut vraiment pas se guider Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de se guider à l'aveugle en fait dans Grand Line, tu vois? Mais bref, passons. C'est plus le côté technique là. Je suis un peu un peu chiant. Bon, en vrai, ce qui est cool, c'est de voir Shanks qui veut Marco dans son équipage et Marco qui lui dit non, mais j'en ai marre de jouer les nounous pour d'illustres pirates. Donc, ce qui est cool, c'est de voir que Shanks, c'est quand même pas un mec qui était pas aimé des Barbes Blanches, tu vois. Ou du moins de son équipage, quoi. Il y a un respect, quoi. Parce que quand il dit illustre pirate, il parle de Barbe Blanche, son défunt capitaine. Et on se rappelle de quel goat, quel dieu est Barbe Blanche dans cette œuvre. Mais il parle aussi de Shanks. Est-ce qu'il fait pas aussi une dédicace à Luffy? Possible aussi, parce qu'il vient encore d'aider un pirate dans une guerre, etc. Il peut aussi parler de Luffy. Et en plus, avec le flashback, on le voit lui dire c'est ton air, etc. C'est assez drôle. Moi, je trouve que ça met très bien en valeur Marco. Je trouve que beaucoup de gens ne comprennent pas, comme je disais, que la puissance n'est pas que par rapport à toi-même, c'est ton fruit, ton équipage, est-ce que t'es seul, est-ce que t'es pas seul, est-ce que t'es accompagné. C'est tellement plein de détails. Et Marco est quelqu'un de très puissant. Et en plus de cela, même si on enlève sa puissance en termes de combat, sa puissance en termes de médecine, sa puissance en termes de régénération par rapport aux autres et à lui-même est phénoménale. Son fruit est incroyable. Moi, j'adore le Marco, j'adore son fruit. Je ne l'aimais pas, pour être honnête, à Marineford. Je me disais, ok, bon, c'est ok. Je trouve son développement vraiment cool au fil du temps. Et pourtant, on le voit pas tant que ça. Et c'est ça qui est fort avec One Piece, les gars, c'est que je trouve que Oda a vraiment une technique pour développer les personnages, qu'on les voit peu ou qu'on les voit beaucoup. Ça n'a pas d'importance qu'on les vraiment. En fait, il a voilà cette capacité à bien développer ses personnages, à nous les faire, à faire qu'on s'attache, à faire que on prenne du plaisir à apprendre des choses sur eux. Et Marco, pour moi, fait partie de ces personnages. Et j'adore ça. On voit aussi cette petite scène avec Chance qui lui dit mais j'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Hein, dis-lui toi Ben Beckman. Et lui dit bah si en fait si. Et ça me fait assez rire parce qu'en fait Shanks c'est un peu Luffy quoi. Quand je lis ça moi je me dis mais en fait c'est comme Luffy quoi. Luffy tu le vois solo sur la mer tu te dis mais c'est mort. c'est mort. Et non, en fait, il a des gens magnifiques à côté de lui. Il a un magnifique cuisinier avec Sanji. Il a une magnifique navigatrice avec cette reine qui est Nami. Il a une magnifique archéologue. Il a un magnifique musicien. Il a un magnifique sabreur et commandant, comment dire, vice-capitaine en termes de rôle. Il a un magnifique médecin et c'est drôle, quoi. Moi, je trouve ça. J'ai vu un petit parallèle, mais peut-être que j'extrapole. Mais c'est ma lecture de ce moment-là. Ensuite, on a un petit flashback avec
Et B, cette discussion entre Yamato et Luffy, et on peut voir que c'est juste après que c'est pile, vous savez, après que le combat contre Ryukyu, parce qu'on voit que Luffy est toujours assis là où il était sur sa petite colline avec Zoro à ses côtés. Bon, Sanji qui court parce qu'il a le seum et Jinbe derrière. Et en fait, les gars, moi quand je vois ça, les 4 mecs et cette meuf, s'il vous plaît, le sujet Yamato, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, je trouve ça très personnel, vous la considérez comme vous voulez, ok, pas de débat, on s'en fout, respectez la vie des autres. Moi je considère que c'est une femme qui se sent homme mais qui pense être un homme qu'elle n'est pas mais qu'elle pense être. Donc je trouve que ce personnage est complètement, mais c'est très bien parce que ça met une cause très importante en avant. Enfin bref. Donc Yamato qui leur parle, qui va voir du coup son capitaine et qui lui dit voilà, tu as remarqué n'est-ce pas, là, l'amiral qui est venu, bah sans Shanks, sans son flux d'extraordinaire, le pays il est perdu. Donc ça veut dire qu'elle sait elle-même qu'elle n'aurait pas pu le vaincre. Et c'est bien, parce que ça a beaucoup chié sur Ryukyu. Et moi dans ma critique je vous l'ai dit, je vous ai dit non les gars, respectez Ryukyu parce qu'il allait leur mettre à l'amende. Et c'est ce qu'elle dit en fait. C'est ce qu'elle dit. Elle dit putain, mais il n'y avait pas chance, on se faisait péter la gueule. Bon, alors bien sûr, la réalité c'est on se serait fait péter la gueule, mais Luffy, Zoro et Sanji et Jinbe vous étiez derrière. Donc au final, Ryukyu n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de son idée. Mais on ne l'aurait pas battu. Si ça avait été juste nous les fourreaux plus moi Yamato, les capacités de cet amiral, sa force brute plus ses capacités sur flux du démon et notre inexpérience, etc. fait qu'on se serait fait péter la gueule. Et donc elle dit bon mais certes nous nous sommes débarrassés de Kaido, mais à l'avenir le pays il pourrait bien être attaqué par des individus du même acabit que Ryukyu, c'est-à-dire des individus très puissants, des empereurs, des pirates, anciens Shichibukai, de la marine, qui sait, mais des gens très puissants. Et là, Yamato dit, il faut s'y préparer. Et là, il lui dit, je ne peux pas partir à l'aventure sans avoir l'esprit serein. Tu comprends? C'est pas possible. Et elle lui dit, toi non plus, pas vrai? Alors, bien sûr, Luffy n'est pas content, parce que Luffy, quand il rencontre des gens qu'il veut dans son équipage, qu'il accepte dans son équipage, bah, ça lui fait chier de pas pouvoir les prendre avec nous. On a un peu cette identité avec Vivi. Un peu. Vivi, c'était la même chose. Luffy voulait lui dire au revoir, et c'était, on se rappelle, rappelez-vous à la Basta, c'était Nami qui lui avait dit non, ne dis rien, parce que si tu lui dis au revoir, la marine vont comprendre qu'elle est liée à nous. Mais Vivi, c'est une Mugi, à part entière. C'est pour ça que je vous ai dit, dans le chapitre précédent, les théories qui disent, c'est le 10e machin. Non. L'équipage a déjà plus de 10 Mugi. Yamato est une Mugi. C'est fait, les amis. Et d'ailleurs, Luffy la comprend parce qu'il lui dit, moi tu n'as pas tort. Nous aussi, ça nous rassure de te savoir ici, de te savoir à Wano. Donc voilà, il comprend ce qu'elle veut dire par rapport à l'esprit, le fait d'être serein. Yamato lui dit, j'aimerais tellement une autre débat. S'il te plaît, appelle mon camarade. Donc il c'est ce qu'il va faire hein, d'ailleurs, c'est qu'il va complètement l'accepter comme une camarade. Et d'ailleurs, en tant que son membre d'équipage, il lui dit, eh ben c'est à toi que je confie Momo et les autres. D'accord? Donc, est-ce que elle viendra sur le bateau à un moment donné, ou comme Vivi, elle a eu son moment avec les Mugi, et elle va rester là, et peut-être, possiblement, on la voit plus tard dans l'œuvre, ça je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que, personnellement, je considère Yamato, tout comme Vivi Kalu, comme une Mugiwara à part entière. Elle a fait la demande au capitaine comme lui avait dit Jinbe, il a accepté, il lui a confié Wano Kuni, un de ses territoires, une île sous sa bannière en tout cas, parce que c'est quand même une île, Wano Kuni n'appartient pas à Luffy mais appartient à Momo, mais vous m'avez compris. Il lui confie une tâche à son membre d'équipage. Il lui dit, ok, ta tâche là, la tâche que je te donne en tant que capitaine, c'est je te confie Momo, Wano Kuni, j'accepte ta demande, protège-les. Progresse, protège. Ensuite, garde quand même à l'esprit que Momo est quelqu'un d'orgueilleux. C'est Zoro qui lui dit, ce qui est assez cool. Hein, ça nous rappelle encore que Zoro et Momo ont quand même un lien un peu de
comment dire, de grands frères aussi, hein, comme Luffy et Momo. Euh, je sais, il n'est pas le seul à chercher sa voie, ça c'est intéressant. Alors ça c'est intéressant parce que je sais, il n'est pas le seul à chercher sa voie. Ça m'a fait penser à Carotte. Alors je sais, il y a des gens qui machin. Je m'en cache pas. Pour moi, Carotte est une Mugiwara aussi à part entière et j'espère dans le prochain chapitre ou dans les prochains chapitres qu'on la verra être cachée sur le bateau. J'espère que, parce que pour moi, elle est la vigie de l'équipage. Que j'estime que comme Yamato, cette guerre est débile entre les deux d'ailleurs. Mais j'estime qu'elle a tout à fait sa place sur le bateau. Je n'aimerais pas qu'elle soit reine de Wano. Mais, enfin, de Zou, pardon. Donc, je trouve, je ne suis pas le seul à chercher sa voie. Il n'est pas le seul à chercher sa voie. Est-ce que c'est au moment où on a la scène, elle dit ça au même moment, on a la scène où les ducs apprennent à Carotte leur intention, qu'ils aimeraient que ça soit elle la reine. Est-ce que c'est pas un petit clin d'œil? Va savoir, peut-être, peut-être pas, peut-être que je vais trop loin aussi, peut-être que vous ne l'avez pas du tout lu comme ça, mais c'est vrai que je me dis, il n'est pas le seul à chercher sa voie, sachant qu'on a eu Carotte son dilemme entre ce que veulent les ducs et la volonté de Pedro. Depuis quelques chapitres, on l'a pas dû dire au revoir, on sait pas où elle est, on sait pas ce qu'elle fait. Bon, parce que les gars, d'ailleurs, je vais en parler maintenant. J'aurais dû en parler plus tôt, mais petit aparté. Mais vous croyez vraiment qu'Oda, un personnage comme Carotte, qui a voyagé avec les Mugi, qui s'est combattu avec les Mugi, dont son mentor est mort pour les Mugi, vous croyez vraiment qu'il aurait esquivé ou oublié de lui faire un adieu? Sachant qu'il adore le gimmick à répétition de la faire des garde-choux à l'équipage. Peut-être que vous pensez que ouais, il s'en fout, machin. Mais pour moi, s'il a foutu Kinemon, Momonosuke et Yamato, mais Momo c'est le quatrième personnage, Carotte pardon, c'est la quatrième personnage quand tu penses aux persos qui ont passé beaucoup de temps avec les Mugi, avec qui ils ont vécu des trucs, il y a elle qui ressort, tu vois. Donc moi, je pense que c'est Anguille sur roche. Et j'espère qu'au chapitre 60, on la verra cachée dans l'équipage. Mais bon, bref, passons. Donc là, on revoit Marco. Qui lui dit, ça peut pas, il y a un bateau qui accepte les passagers pas loin d'ici, j'en profite pour partir le premier. Le fils lui dit, Marco, alors tu t'en vas? Il lui dit oui. Alors ce qui est intéressant, c'est comment Marco sait qu'il y a le bateau de Shanks. Comment Marco sait que Shanks accepte les passagers? Est-ce qu'il y a eu connexion avec l'acquis des rois? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Ou alors est-ce qu'il a volé jusqu'au bateau? Il lui a demandé, il est revenu pour repartir? Non, je n'y crois pas du tout. Donc je pense qu'il a eu l'info via du fluide. Tu m'as secouru pendant la guerre sommet, n'est-ce pas? Merci, amène le Jinbei. Ce jour-là, tout le monde t'a aidé. On se demande bien pourquoi, hein, Jinbei. Et c'est de l'histoire antenne, j'ai oublié. Moi, cette case, très claire, paf, 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 c'est une case. Moi, ça me fait penser à ce qu'avait dit Mihawk à Marineford, c'est il y a des centaines de chapitres. Ce pouvoir de ouf qu'a Luffy de rassembler les gens. Bam! Cette case, elle fait référence à ce pouvoir. Ok, les gars? Pour moi, c'est une évidence que cette case fait référence à ce pouvoir. Une évidence. Et ceci doit être ravi de tes progrès que tu as accomplis. Hihihi, j'espère. Avec cette magnifique case de Luffy avec tout sourire. Il est beau comme tout, Luffy, comme ça. Il rayonne de bonheur. Et alors il lui dit, cette nouvelle ère est la vôtre. Soyez à la hauteur. Compris un de ces jours. Et donc là, on voit fin du flashback. Marco qui rejoint l'île du Sphinx. Et là, les amis, on arrive dans la partie du chapitre, pardon, j'ai baillé. On arrive dans la partie du chapitre où je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais pas du tout à ça. Mais comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire pour survivre à ce passage de fou? On arrive à Amazon Lily.
Oui, notre village a subi, et on voit Boranko qui dit on a subi des dégâts, première fois qu'on est autant envahi par des mecs, putain, mais si je reste ici, la marine va revenir, où est-ce que je vais aller? Ah, quelle situation, ça me donne envie d'épouser Luffy, tu en rêves depuis que tu le connais. Bon, moi, j'ai vu deux trucs. Une, soit il rejoint Cross Guild, pour moi, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Soit elle rejoint Cross Guild en disant ça, donc où pourrais-je donc aller? Soit elle rejoint Cross Guild, soit elle rejoint Luffy. Quand je dis rejoint Luffy, c'est sur le bateau ou alors Flotte. Le problème c'est que Flotte, du coup, elle deviendrait une personnage solitaire parce que pour moi, elle doit quitter l'île. Ou est-ce qu'elle laisse certaines pirates Kuja l'accompagneraient, donc elle aurait un petit équipage à elle. Bon, mais pour moi, ce où pourrais-je donc aller, ça veut dire je dois partir, c'est une obligation. Et où est-ce que je vais? Et je vois deux hypothèses, Cross Guild parce qu'il y a déjà des Shichibukai qui se sont ralliés et que ça peut être intéressant pour elle d'être avec d'anciens Shichibukai comme elle pour augmenter sa sécurité et augmenter la force qui fera sa sécurité et de combat, enfin brut de Cross Guild s'il y a une intercation avec un empereur, avec la marine, etc. Et là, flashback de nouveau sur la guerre d'Amazon Lily, où on voit du coup la marine aux abords qui bombarde Amazon Lily. Nous avons détruit la grande porte, les guerrières Kuja contre-attaque, envoyé nos nouveaux pacifistas de titre Séraphin sur le front, activé les caméras d'enregistrement, entendu, Hancock n'était toujours pas montré. Yamakaji, vice-amiral au quartier général de la marine. Et là, mais les gars, pourquoi ils veulent les caméras d'enregistrement? Moi, ce que je me suis dit, c'est pour voir les séraphins en action. Ou alors, je sais pas. Mais je comprends pas pourquoi, parce que envoyer nos nouveaux pacifistas, ce qui est ouf, hein, on va voir les séraphins plus tard, ça c'est hallucinant. On a enfin le SSC, n'importe quoi. Genre, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou que nous a fait Vegapunk? Mais pourquoi activer les caméras d'enregistrement? Parce que c'est pas des caméras de diffusion, du coup, c'est des caméras d'enregistrement. Est-ce qu'ils avaient prévu d'enregistrer la guerre pour en faire de la propagande après dans le monde en disant voilà, on va commencer à faire tomber les grands pirates de ce monde? Est-ce que c'est pour enregistrer les séraphins et pouvoir faire un compte rendu avec Apple pour qu'ils puissent les modifier selon ses envies? Donc on voit comment s'appelle ce Kuja? Oh mais j'ai oublié son prénom. Elle est trop cool en plus, c'est la pote à Luffy. Comment elle s'appelle? Attendez, Google est mon ami. Comment tu t'appelles? Marguerite. Voilà, c'est ça, Marguerite. Qui donc lui dit mais d'où est-ce qu'elle sort cette fille? On peut pas combattre des enfants. Conclusion plan, elle est balèze en plus. Ce visage. Et en fait, les séraphines, c'est un enfant géant, Lunaria, Shichibukai enfant. Mais what the fuck? Quel est ce bordel? What the fuck? On a une boa Hancock enfant lunarienne avec moitié géante qui tire des rayons laser. Genre, est-ce qu'on se rend compte du délire qu'a fait Vegapunk? C'est pour ça que je vous disais que César est un grand scientifique, mais par rapport aux trois autres monstres, c'est vraiment pas le même level. Et Vegapunk, c'est encore pire, il est encore au-dessus en science que tous les autres. Il a réussi, après avoir cloné le fruit du démon de Kaido grâce à son ADN, il a réussi grâce à l'ADN de King et grâce à l'ADN des Shichibukai à les mélanger, à les fusionner avec l'ADN de King Lunarien pour en faire et l'ADN des géants, ou c'est pas ce qu'il a branlé pour en faire des enfants géants. Mais what?
What the fuck? What the fuck? Mais qui s'attendait à ça? Qui s'attendait à ça pour le SSG? Et là, bam, et après ça enchaîne direct. Attention derrière nous! Mais que se passe-t-il? Les pirates ont débarqué sur la côte. C'est l'équipage de Barbe Noire. Il entre, il fait des secousses. Ça va tirer le monstre marin. Putain, on est dans la merde. Et là, Barbe Noire, bam, avec Vasco Shot et Katarina Devon. Yeah, je suis venu te chercher, opératrice pirate. La force ne doit pas tomber entre les mains de la marine. Donc, ce qui veut dire que Barbe Noire pense que la force qu'a Boa Hancock ne doit pas être capturée par la marine parce qu'elle serait une Peldon et c'est du gâchis. Quelle belle femme cette Hancock, je lui trancherai bien la tête pour en faire un trophée. Comme tu veux, du moment que je récupère ses pouvoirs. Eh, vous ferez pas qu'on la laisse en vie pour la ramener avec nous et en faire notre ami. Donc on a vraiment deux ambiances, hein, deux salles, deux ambiances. Katarina Devon qui la trouve magnifique et veut lui couper la tête pour avoir sa tête en trame de trophée. Un peu la Witcher, hein. Elle se prend pour Gérald de Rive, elle veut reprendre le truc, le mettre sur Ablette. Non, pardon, je m'égare. Mais il y a Vasco, c'est ça, c'est Vasco Shot, hein, je me trompe pas, j'espère. Bon bref, qui lui est pas du tout, il veut la garder en vie, la ramener, en faire sa pote. Moi, je pense qu'il y a un petit esprit. Bon, bref. Parce que eux, c'est vraiment des pirates. À la pirate, on respecte rien. Donc, je pense qu'il avait pas des idées kamikales en tête. Mais bref, passons. Vice-amiral Yamakati, donnez-nous l'ordre d'attaquer l'empereur Barbe Noire. Non! Nous devons attendre le feu vert du quartier général. Et ça, mais what? La marine est en train de se faire attaquer par Barbe Noire. Et là, Yamakadi, donc le vice-amiral, lui dit non les gars, on peut pas parce que il faut que le quartier général nous autorise à attaquer. C'est un empereur. Si on attaque un empereur, il peut y avoir répercussions sur des îles, répercussions sur des civils, répercussions sur la marine. Il peut vouloir se venger. Enfin, c'est assez intéressant. Franchement, c'est assez intéressant ce passage à garder en tête parce que qu'un vice-amiral dise non, même si on se fait attaquer, il faut attendons le feu vert parce que si nous on contre-attaque, on peut tous y passer, c'est peut-être pas ça qu'on veut. Il a pas l'air de vouloir d'être contre nous, mais de vouloir Boa Hancock, tu vois. C'est assez important ce passage, je trouve. Ça montre que la marine c'est très militaire, quoi. Si on contre-attaque contre Barbe Noire, il faut qu'on ait le feu vert des généraux au-dessus, des commandants d'armée au-dessus, parce que là, avec les marines qu'il y a sur place, on peut pas péter Barbe Noire, il faut qu'ils nous envoient des renforts. Donc ça veut dire on rentre en guerre ouverte contre un empereur, il faut attendre des renforts, c'est une organisation, quoi. Donc là, on voit Barbe Noire qui défonce les marines et qui lui dit j'ai pas le temps de m'occuper de vous, je m'en fous de vous. Sors de là, Boa Hancock, hein. Voilà, c'est très clairement pour Boa Hancock qu'il est venu et pas pour se battre avec la marine, il en a rien à foutre de la marine, quoi. Genre, bougez-vous de là, quoi, genre. Là, on a plan sur Kobe, des pirates qui tentent de recruter un ancien en cancer, il fallait s'y attendre. Donc, là, on a la preuve que Kobe ne pense pas, pense que Barbe Noire. Ah, ou alors est-ce qu'il parle de Crossguild, des pirates qui tentent de recruter un ancien grand cancer, il fallait s'y attendre. Non, je pense que Kobe en fait pense que. Je pense que Kobe. Ah! Oh mais tiens, là je me pose une question. Est-ce que Kobe parle de Crossguild ou est-ce que Kobe pense que Barbe Noire vient pour ça? Bon, on va savoir. C'est pas très important en réalité. Mademoiselle Hancock, la marine ne souhaite pas la guerre. Acceptez de nous suivre et nous vous promettons de partir. Donc la Kobe qui l'est. Laisse-nous faire, grande sœur. Je trouve drôlement présomptueux Kobe le héros. Assez intéressant de voir que c'est Kobe qui donc mène la charge, hein. On voit R même sur le côté avec ces deux petites épées qui sont en train de répondre à des coups. Moi me rendre, jamais de la vie, je n'obéis à personne. Mytho! Si Luffy était là, tu ferais tout ce qu'il veut. Mytho! Gros mytho de la part de Boa Hancock. Mais en réalité, à part Luffy, c'est vrai que... Ah, en fait, c'est pas un mytho, si on enlève Luffy, l'exception. N'y va pas, Serette. Au secours, Amiral Teach. Cette chose est invincible. Non, je rêve.
des cheveux blancs, la peau brune et des ailes noires. Attendez les gars, vous êtes fait éclater par ce gamin PX. Et là, nouveau Séraphin. Séraphin de Miwok, les amis. Séraphin de Miwok. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et le mec, il attaque Barbe Noire. Il coupe en deux, en trois la montagne de Hong Kong, de Amazon Lily. Mais what? Il s'agirait d'un pacifista, donc Barbe Noire qui analyse la situation. Mais what the fuck? Il a d'ailleurs une épée qui a l'air d'être une reproduction de l'épée de Miwok. Alors, je vais être très clair, je pense très clairement qu'il est impossible que ça soit une lame noire. Maintenant, je pense que ce n'est pas impossible que le Séraphin recouvre son arme de haki. Parce qu'en fait, on voit qu'elle est noire, là, la lame. Mais moi, je pense qu'il la recouvre de haki. Je trouverais ça très chelou qu'on nous foute un Séraphin qui arrive déjà à rendre une lame noire alors qu'on a vu que Miwok et Ryuma le faire, qu'on sait que c'est ce qu'on attend de voir de Zoro. Je trouverais ça assez bizarre. Mais enfin bon. Donc, Barbe Noire, bon sang, leur machine ressemble à des gosses maintenant. C'est quoi ce bordel? Ah ouais, quand même. Donc là, on voit pour la première fois Barbe Noire utiliser du haki. Et ça, c'est très important, les amis. Moi, je pensais que Barbe Noire développerait pas son haki pour une raison très simple. C'est que je pensais qu'en fait, le défaut de Barbe Noire, ça serait il est très puissant grâce au flux du démon. Il ne se repose donc pas sur le haki. En fait, non, Ichiro Oda décide de lui donner le haki. Donc, il a le haki de l'armement. C'est intéressant à savoir. Maintenant, il faut bien faire attention. On a bien vu que les formes de haki, haki de l'armement, haki de l'observation, haki des rois ont des évolutions, ont des paliers d'upgrade, pour le dire à l'anglaise, des paliers de progression et d'évolution. Est-ce que Barbe Noire en est au premier stade et ça lui suffit? Est-ce qu'il a fait progresser ses formes de haki? On ne sait pas. On sait juste que pour la première fois, on voit que Barbe Noire a du haki de l'armement, ce qui est assez important en réalité. Hein. C'est assez important comme information. Donc là, on voit qu'il est dans la galère et que ça le fait chier parce que le Séraphin de Miwok, t'es quand même balèze et ça me fait chier. Black Ball, voilà, il absorbe tout le monde, ça m'énerve. J'absorbe les maisons, j'absorbe le Séraphin, j'absorbe les pirates, j'absorbe mes potes. Allez, ça suffit. Ensuite, on voit Boa qui est donc allé au combat au front, qui fout une Slave Arrow qui transforme donc tous les marins en pierre, qui transforme Katarina Devon en pierre, les deux donc commandants de Boa en pierre, RMF en pierre, le vice-amiral en pierre. Donc bon, bref, elle se déchaîne. Stopper ce pacifista, il va briser tous ceux qui ont été changés en pierre. Arrête-toi, c'est un ordre. Donc Koby donne un ordre au pacifista. Donc ça veut dire que ces pacifistas, excusez-moi, n'ont pas de volonté propre. Ils sont encore commandés par les gradés de la marine. Parce qu'on aurait pu croire que avec les génétiques avec ce qu'a fait Vegapunk, qu'en réalité les SSG aient leur propre volonté, ça aurait pu. Les Séraphins donc une volonté propre. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas, ou alors il en a une mais il écoute l'ordre de son chef, ce qui est en réalité plausible aussi. Là on voit Boa Perfume qui attaque Koby, j'ai l'impression. Yeah. Et là, mais quelle page, Princesse Serpent, si vous vous rendez d'être neutralisé. En fait, elle attaque Barbe Noire en fait. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est comment Koby a résisté au Slave Arrow. C'est la vraie question que je me pose. Est-ce qu'il a fait comme mon manga, vous savez, il s'est blessé pour pas être transformé? Ou alors est-ce que il n'est pas attiré par Hancock? Mais ça m'étonnerait. Ah, je sais pas. Parce qu'en fait, Barbe Noire, je me dis, bon, Barbe Noire, il fait un black hole sur les Slave Arrow qui arrivent sur lui. Bon, il est pas touché. Mais Koby, comment t'as fait? Ça nous montre d'ailleurs, comme mon manga qui est un très puissant vice-amiral, ça nous montre que Koby c'est pas une pipe, hein, d'ailleurs d'avoir pas été touché par les pouvoirs de Boa. Enfin bon, cette page est magnifique. Elle est impressionnante.
Quelle page de ouf. Et là on a la révélation des deux primes. Boa Hancock, impératrice pirate, ancienne grande corsaire, prime 1,659 millions de berries. Mais what the fuck, prime incroyable, prime méritée. J'aurais même donné plus à Boa Hancock vu comment il est mis en avant dans le chapitre. Mais par contre Marshall Ditich, Barbe Noire, l'empereur, prime 3,996 millions de berries. Il lui manque 4 millions de berries pour être à 4 milliards les amis. Il a pris presque 2 millions ou 1,5 million de berries depuis la dernière fois qu'on a vu sa prime. Qu'est-ce qu'il a foutu pour prendre autant de primes? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh! Ou alors, est-ce que la prime de Barbe Noire est en réalité ce qui nous affiche la prime post-incident, mais qui nous est foutu là comme ça? Bon, on va savoir. Mais prime incroyable. Incroyable. Donc on a des nouvelles primes, comme la dernière fois. Les deux sont incroyables. On a cette double page incroyable avec cette scène avec Kobe, avec Barbe Noire qui tient Boa Hancock par le cou. Il lui dit de l'autre côté, je voulais justement m'emparer de tes pouvoirs. Ils ne servent à rien sans ma beauté. Et je pense que c'est faux. C'est faux. Je pense que Oda s'amuse à faire quelque chose. Il faudrait que j'en fasse... J'ai une théorie sur un truc, c'est qu'à mon avis, Oda nous a foutu à l'envers sur certains fruits du démon. Je vous en parle vite fait, je vous dis pas tout. Je pense par exemple que le fruit du démon de Barbe Noire, c'est pas celui qu'on pense. Je me base sur le fait que le gomme-gomme, le fruit du caoutchouc, n'est pas le fruit du caoutchouc. Okay, je me base sur ça. Okay, pour vous dire... On a déjà vu un fruit qui n'était pas le fruit qu'on nous dit depuis des années. Ça m'étonnerait pas qu'il nous la fasse à l'envers pour un truc. Et je pense que Boa Hancock, c'est pareil. Mon fruit ne sait rien sans ma beauté. Mais comment ça? Comment ça, Boa? C'est pas vrai. Tu mens. Tu mens. C'est faux. Si ton fruit, c'est juste... c'est juste... Il faut de la beauté. Mais en fait, du coup, il est nul, ton fruit. S'il faut être forcément belle. Ça veut dire quoi? Que le mélomélonomie pour l'utiliser, il faut que ce soit quelqu'un de magnifique. Donc moi je pense qu'en fait elle a pas le son fruit c'est pas un simple paramécia de la pétrification ou je sais plus ce que c'est exactement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me souviens. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Je pense qu'en fait c'est un autre fruit. Comme je pense d'ailleurs que Barbe Noire, son fruit, c'est pas le fruit des ténèbres, c'est un autre fruit. Mais voilà, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que je pense qui est réellement le fruit de Teach et qu'est-ce que je pense qui est réellement le fruit de Boa Hancock, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai ces vidéos avec plaisir. Mais c'est vrai que je pense que ces deux personnages, et que c'est pas pour rien que c'est ces deux-là, je pense qu'ils n'ont pas le fruit qu'on pense qu'ils ont. Je pense que comme le fils, c'est une erreur et qu'en fait, ce ne sont pas ces fruits-là. Mais enfin. Par contre, on a une info très importante pour continuer parce que putain, cette critique analyse est très longue. Excusez-moi. Pardon. Si tu m'élimines, tes hommes resteront en l'état de monolithe. Le prochain détenteur de ce pouvoir ne pourra pas les sauver. Donc c'est un truc de fou ça. Ça veut dire que les gens pétrifiés par le fruit du mélomélonomie, c'est quoi déjà? Je me souviens plus. C'est ça, c'est mélomélonomie. Ouais, mélomélonomie de bois. Si t'es pétrifié que le possesseur du fruit du démon change, c'est fini. T'es une statue à vie. C'est un truc de fou furieux. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est trop fort. Et en même temps, c'est logique, mais ça colle avec en plus l'idée que j'ai. Ah, ça colle avec l'idée que j'ai. Je vous rappelle dans les commentaires, dites-moi si vous voulez ces vidéos. Donc là, on est Kobe, c'est bien ce que je pensais. Sa ténacité dépasse l'imagination. Et ça, c'est un truc de ouf, parce qu'il faut en parler. Il faut en parler du fait que Boa Hancock, elle est mais incroyable dans ce chapitre. Oui, elle se fait choper par Teach, mais Teach lui-même lui dit bordel, t'as pas volé ton surnom d'impératrice? Impératrice, c'est le féminin d'empereur, les gars. Hein? C'est same shit, hein? En réalité, hein? C'est same shit. Donc là, il est en train de nous dire, mais en fait, t'es same shit. Tu mérites ton titre. Et c'est vrai que, pour le coup, l'impératrice pirate enseigne en concert, peut-être que... Bon, n'hésitez pas à
me semble que c'est équivalent empereur et impératrice. D'ailleurs, c'est assez stylé sur la double page parce que c'est vrai que je m'attarde, mais le fait de voir Barbe Noire, empereur, impératrice pirate, Boa Hancock, c'est incroyablement classe. Ça aurait été drôle qu'ils nous mettent Kobe, colonel. Ça aurait fait un peu prime. Tu sais, que tu vois la prime de Crush Guild, ça aurait été trop drôle qu'il fasse ça à Oda. C'est vrai, putain, j'aurais trouvé ça trop drôle qu'il fasse ça à Oda. Kobe, colonel de la marine. Crush Guild prime. Tu vois, ça aurait été trop drôle. Mais il l'a pas fait, mais moi j'aurais trouvé ça trop drôle. Mais donc Kobe qui est en mode putain, c'est un truc de fou la ténacité de Boa Hancock, quoi. Même dans cette situation, on la voit qui prend de haut Teach, qui lui dit qui le prend de haut. Et là, Kobe qu'est-ce que je dois faire? Ils sont tous transformés en statues. On dirait que nous sommes dans une impasse, Kobe le héros. Au fait, merci pour l'incident de Rocky Port. Pareil, incroyable. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Grâce à toi, j'ai pu vaincre Ochuku et devenir le maître de l'île des pirates. What the fuck? What the fuck? Si je lâche cette femme, crois-tu qu'elle rendra leur apparence à mes gars? Moi, je souhaite qu'elle libère les miens. Je le ferai à condition que vous partiez bien sagement. Menteuse! Si je desserre mon étreinte, tu ne changeras en pierre. Et ça sera fini de nous, pas vrai? Donc là, incroyable! Incroyable! Les gens qui comprennent pas ce que je vous disais, la puissance dans One Piece, c'est tellement d'aspects. Et là, l'empereur Barbe Noire, possesseur de fruits du démon, incroyablement puissant, avec un équipage très puissant qui dit lui-même, avec ton pouvoir, si toi, toute seule, je te lâche, ni moi l'empereur, ni le colonel qui est là de la marine, on ne pourra pas t'arrêter. C'est impossible. Tu nous transformeras en pierre. Parce qu'on n'échappera pas à ta beauté. Et ça, c'est ouf! Ça, c'est ouf! Allez hop, Oda qui nous met encore une fois un Shichibukai sur le devant de la scène et qui nous dit non, les Shichibukai, c'est pas des merdes. Et vous savez ce qui est trop cool? Vous savez ce qui est trop cool, les gars? C'est de se dire que je me rappelle d'avoir lu, alors attention, n'hésitez pas à me confirmer, mais il me semble, hein, parce qu'on est encore dans il me semble, c'est un peu mon souci, c'est d'être toujours dans les il me semble. Non, mais je suis à peu près sûr. À 90%, je suis sûr. Il me semble me souvenir que Oda avait dit que les empereurs n'étaient pas prévus dans l'œuvre de One Piece initialement, et qu'en fait, c'était censé être des Shichibukai les plus puissants pirates de l'univers de One Piece. Et moi, ce que je trouve trop cool, c'est que j'ai l'impression qu'Oda, il est en train de prendre tout le monde à contre-pied et de mettre les Shichibukai en mode les gars, non. Vous avez connu les Shichibukai avec les primes gelées. Oui, il y en a, ils se sont fait battre par Luffy et vous vous dites qu'ils sont faibles ou parce que vous êtes dans cette idée de puissance de merde, genre comme Crocodile, là, il s'est fait battre à la basta, donc il est nul, il possédait pas le haki, blablabla. C'est la construction narrative qui fait qu'il n'avait pas à l'époque. Mais en réalité, vous savez tous que Crocodile n'est pas une pipe. Et là, il est en train de tous nous les mettre sur le devant de la scène en mode boum. Ce sont des pirates extrêmement puissants. Et c'est trop cool parce que ça fait écho à ce qu'on avait appris. Que les Shichibukai, les amis, ce sont les pirates avec la marine et les Yonko qui forment l'équilibre. Et oui, ils sont plus nombreux que les 4 empereurs. Ils étaient plus nombreux. Mais qu'est-ce qu'ils sont puissants! Qu'est-ce qu'ils sont puissants, les amis! Et Oda nous le montre enfin. Il nous le montre enfin. Mais c'est trop bien! Et puis c'est trop cool, ce côté aussi où Barbe Noire lui dit tu es une menteuse, tu nous trahiras, tu ne feras pas ce que tu dis Boa Hancock, ne me mens pas. Ça montre aussi que Boa Hancock c'est une pirate. Et c'est pas une pirate comme Luffy qui dit que la vérité cette critique analyse est super long. Mais en même temps ce chapitre est trop bien. Et là, Barbe Noire qui j'adore ce regard qui baisse en mode tant pis, je vais devoir te tuer. Non, attends, trop de vie sont en jeu. Et là, différence entre le pirate et le marine. Et en plus, alors je pense que si c'est Kobe, donc ça joue, je pense que ça aurait été Akainu, il n'en aurait rien eu à foutre des marines transformées en pierre. Hein. Il aurait été en mode, je vais vous dégommer tous les deux. Mais Kobe, c'est pas le cas. Kobe, c'est pas le cas. Kobe veut pas que ses marines y meurent. C'est pas ce genre de marine, les gars. Il est comme Garp, il est comme Aokiji. C'est un marine qui a de l'intégrité, qui aime ses hommes, qui veut en prendre soin, qui ne fait pas la guerre pour faire la guerre. Il fait la guerre parce qu'il faut la faire, mais il veut éviter le plus possible de pertes. Ce n'est pas un mauvais marine. C'est le bon côté de la marine. C'est les Swords, les amis. C'est les Swords et c'est le futur amiral, Kobe. Mais oui, les amis!
Mais je suis trop hype. Ce chapitre est incroyable. Je vous jure les amis, cette critique, c'est pour ça qu'elle est longue. C'est parce que pour moi, c'est un des meilleurs chapitres que j'ai lu dans One Piece, ok? Ça y est, il me hype trop. On a trop de révélations, les STG, machin, tout, putain. On n'a même pas fini, j'ai même pas fini. Il reste des pages. J'ai pas fini. Cette vidéo est trop longue. Je suis désolé les amis. S'il faut, vous ne la regarderez pas jusqu'à la fin. Qui sait? Si, parce que vous kiffez les critiques. Merci encore. Abonnez-vous, laissez votre commentaire et soyez respectueux. Comme d'habitude, je le répète, je le dis à la 3/4 de la vidéo, mais soyez respectueux dans les commentaires si vous avez des avis différents entre vous. Donc bref. Mais par contre, donc pour faire le bien, donc Kobe c'est ça, mais Barbe Noire. Je vous rappelle que Katarina Devon, un de ses commandants, et qu'un autre de ses commandants, Vasco Shot, ils se sont transformés en pierre. Mais il en a rien à foutre, lui. Lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir de Boa. Alors, pour en faire je ne sais quoi, est-ce que c'est pour lui, est-ce que c'est pour un membre de son équipage? Et il veut la buter. Rien à foutre, j'ai 2 commandants transformés en pierre, j'en ai rien à foutre. Il en a rien à cirer. C'est vraiment le style Rox. On se la fout entre nous à l'envers, on se tape entre nous. S'il y a un truc qui nous intéresse, on se la fait à l'envers. Un peu comme Tite avait fait à Satch à l'époque pour s'enfuir du démon. Ah, tu l'as trouvé? Non, range tranquillement. Non, je te bute pour le récupérer. Enfin, c'est bref. Je sais pas si on se rend compte que là, il est littéralement en train de dire, Barbe Noire, moi j'en ai rien à foutre. Je vais perdre 2 de mes commandants les plus puissants. Mais rien à foutre. Tu vas mourir. Boa. Voilà. Et là, j'avais prévu que la marine vous encerclerait, mais pas que l'île sortirait défigurée. D'ailleurs, trop cool, j'ai oublié, mais je fais un petit aparté, de voir que Oda a pensé à nous remettre la fiche géante de Luffy, vous savez, comme ça, que Hancock avait mis il y a plein de chapitres sur le devant de son château. J'avais prévu que la marine vous encerclerait, mais pas que l'île en sortirait défigurée. Riley qui arrive avec son Haki des rois, qu'il projette lui aussi. Pardon d'arriver si tard à Hancock. Riley, le seigneur des ténèbres. Mais incroyable. Mais Riley, tu es incroyable. J'aime trop ce perso. J'ai des vibes de Chabondi, du moment avec vous savez, la sirène, je sais plus comment elle s'appelle, Kaimi, je sais plus comment elle s'appelle, avec le truc des esclaves, la vente des esclaves, machin, le truc là. Ah, c'est incroyable son apparition, la première fois qu'on voyait du Haki des rois qui a sauvé tout le monde, mais là c'est pareil, il est trop classe. C'est le mentor de Luffy. Il est trop beau. C'est l'ancien vice-capitaine de l'équipage du roi des pirates. Mentor du prochain roi des pirates. Silver Riley. Et c'est dommage qu'il nous ait pas mis la prime, Oda, par contre. Pourquoi il nous a pas mis la prime? Bon, moi je vais estimer, si je devais donner une prime à Riley, étant donné qu'on va voir plus tard dans le chapitre. Vous avez vu que, ouais, moi mon adrénaline, ça monte à descendre une rapidité incroyable. On va voir Silver Riley le dire plus tard. Il n'est plus à son prime. Et je pense que quand tu vois la prime de Roger, la prime de Riley à son prime, pour que Barbe Noire 4 milliards de Berry, il voit Riley, il se dit, il est cette sensation comme ça de, oula, là c'est pas la même. Moi je dis Riley, prime 3 milliards 500 millions. 4 milliards, 3 milliards 500 millions, 4 milliards. Je dis ça comme ça. Voilà, prime à la Miwok, tu vois. Pour moi, prime à la Miwok. Voilà, pour moi, Riley, prime à la Miwok. Maintenant, prime, hein, je parle à son prime. Maintenant, vu qu'il est beaucoup plus vieux, ce qu'il dit plus tard, je pense que sa prime, c'est un mec dans l'univers de One Piece qui est tout seul. Je dirais 2 milliards 600 millions, comme ça. Donc il le dit, et le petit apprenti de Barbe Blanche, ça fait peut-être puéril de dire ça, mais je t'aime pas. Riley. Hein? Le Silver Riley. Le Riley. Et donc Kobe qui est sur le cul que Riley arrive. Quoi? Les pirates de Barbe Noire aussi. Annule les effets de ton pouvoir, Hancock. J'assure ta protection. Quant à vous autres, quittez cette île sans faire de grabuge. Donc il est en train de nous faire une chance, hein. Je viens ici pour arrêter cette guerre. Mais il va y arriver d'ailleurs. Mais incroyable, c'est incroyable. D'ailleurs, il sort une partie de son épée de son fourreau, donc ça montre bien. Soit vous faites ce que je vous dis, soit on va se la foutre. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi Barbe Noire est obligée. Parce que j'ai vu des gens dire, mais pourquoi Barbe Noire l'écoute? Pourquoi il se bat pas? En fait, le truc, c'est que les amis, si Riley
Riley, c'est pas une pipe. Même s'il est pas à son prime, c'est pas une pipe. Barbe Noire, il est actuellement dans une impasse. Kobe est pas avec lui. Kobe, donc on le met de côté. Par contre, en termes de qui est contre lui, il a une partie des pirates Kuja qui ne sont pas mortes et qui sont là et qui ne sont pas des pipes. Boa et un mec, quand je vous dis, qui lançait Mordant du... Si Riley lui fonce dessus, lui fait une attaque et il lui fonce dessus comme il avait fait, on l'avait vu, vous rappelez-vous, à Chabondi, très rapidement, il était arrivé, paf, à qui il avait dévié Kizaru. S'il attaque Barbe Noire est obligé pour se défendre de lâcher Boa Hancock. Et là, Boa Hancock le transforme en pierre, il a perdu. Donc, le plus safe pour lui, c'est d'écouter Riley et de dire, bon, ok, pour cette fois, je pose Boa, je m'en vais, je risque pas ma vie. Boa détransforme mes commandants et on s'en va. Voilà, c'est le plus safe en fait pour lui. Parce qu'en réalité, c'est que je vous disais, je vous le dis, le scénario, c'est ça. C'est s'il veut se battre, Riley va lui foncer dessus, il va lâcher Boa, il va se faire transformer en pierre. Et il peut pas se le permettre. Donc voilà, Boa, elle va annuler le pouvoir de ses effets. Elle va donc libérer les marines transformées en pierre, libérer les commandants et les pirates de Barbe Noire. Tout le monde se barre. Hop. Et par contre, répercussion, l'île a pris cher. Tout le monde a eu peur. C'était la merde. Voilà. De retour dans le présent, je suis soulagé de la retrouver en vie. Merci Riley. Quand la science progresse, c'est toujours au détriment de quelqu'un. Depuis que Vegapunk a inventé les bateaux munis de roues à aubes en granit de marin, même sur Calbelt, on n'est plus en sécurité. Très important ce qu'elle dit là, Shaki. Et c'est réel. Est-ce que je vois beaucoup de gens, je le pose ça là, je vois beaucoup de gens être très hype par Vegapunk et penser que c'est un mec, ouais, trop cool, machin, il fait des inventions de ouf. Moi, je pense Vegapunk est un gros connard. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la réalité de notre histoire, à nous les êtres humains, on a eu la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette Seconde Guerre mondiale, les scientifiques ont fait des choses... avec la musique, c'est horrible parce que ça me monte des émotions. On fait des choses monstrueuses sur des humains, sur des pauvres malheureux, pour la science, qui n'a mené à rien. C'était de la torture. Je veux bien, moi, dire c'est différent avec Vegapunk parce que lui, ses expériences aboutissent. La réalité, c'est que pour faire ce qu'il fait, il a torturé King, a fait des expériences sur King, et de même sur Kaido. Vous les aimez pas, c'est pas la question. C'est juste que il est pas tout blanc Vegapunk, et que les gens qui pensent que Vegapunk est un mec extraordinaire et que c'est trop cool, machin, trop bien, moi je pense que c'est un gros connard de scientifique. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu un seul des scientifiques du MAD être une bonne personne. C'est tout. Et en fait, c'est horrible, j'ai un peu cassé l'ambiance, mais Queen est un gros connard, Judge est un gros connard, ils ont fait des choses incroyables, mais c'est un gros connard. Moi, vous allez pas me dire, parce que je suis désolé, Vegapunk, c'est pas le fait qu'il ait foutu Kuma qui doit défendre le bateau qui va faire que je vais oublier qu'il a torturé des mecs pour faire sa merde. Ok ? Genre, ok, peut-être qu'il l'a pas fait comme César à droguer des enfants, mais dans l'idée, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Et là, pour moi, ce que dit Shaki, c'est très important. Quand la science progresse, c'est toujours au détriment de quelqu'un. Et c'est un peu un écho aussi à notre science actuelle. Il y a des malheureusement, pour qu'on progresse dans la médecine, dans la science, on est obligé de faire des expériences sur des animaux, parfois sur des humains aussi, faut le dire. Donc, la science, c'est pas tout rose, les gars. C'est pas tout rose. C'est pas tout beau. Ok ? Voilà, c'est ma petite aparté parce que je trouve que Vegapunk est très mis en mode waouh, ce personnage est fou et tout, trop cool. C'est des gens qui théorisent en mode c'est révolutionnaire. Non, moi je pense que c'est un gros connard. Voilà, je pense que c'est un gros connard et qu'on oublie trop que ce mec a torturé des gens pour faire ses merdes, ok. Qui d'ailleurs ses merdes pour servir la marine parce qu'en fait c'est même pas c'est en plus c'est qu'il fait ça pour le compte de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vraiment, il le fait pour faire avancer la marine, tu vois. Enfin, c'est pas, il fait de la science pour quelqu'un comme un scientifique, un médecin comme Law, comme
comme le docteur Killua, merde, Chopper. Ça, c'est des médecins qui font des recherches pour les médicaments. C'est un côté positif. Là, c'est un mec qui fait des armes de guerre, les gars. C'est pas non plus bon bref, faut arrêter d'idolâtrer Vegapunk. Entre la marine qui nous encercle, leur nouvelle arme et l'intrusion de Barbe Noire, j'ai cru qu'on était cuite. Bah en fait, vous l'étiez. Shakuyaku, ancienne impératrice d'Amazon Lily, 2 générations plus tôt, ancienne capitaine de l'équipage des Kuja. What the fuck? Qui s'attendait à ça? Plein de gens, et je faisais partie de ces gens. Moi, je pensais qu'elle faisait partie des Rocks. En fait, je me disais, ouais, tout, ça collerait bien. Elle connaît Riley c'était Roger. Elle savait peut-être c'était les Rocks, c'est rigolo. Et en fait, non, on apprend que c'est une impératrice, ancienne impératrice. Il y a 2 générations. Ancienne capitaine des Kuja. Et alors, pour moi, du coup, confirmation, relation Riley-Shaku. Étant donné que la vieille, vous savez, avait dit à Boa qu'il y avait déjà eu des impératrices qui étaient parties avant Boa parce qu'elles étaient amoureuses. Donc j'ai l'impression que confirmation, c'est que Shaku relation avec Riley, ou alors c'est pas avec Riley mais avec quelqu'un d'autre avant et que peut-être elle est plus avec et qu'on ne voit pas. Mais intéressant, en vérité intéressant. Shakuyaku obtient un statut, c'est voilà. Par contre, comment ça se fait qu'elle fasse si jeune? Est-ce qu'elle a eu, est-ce qu'elle a un pouvoir du fruit du démon? Est-ce qu'elle a un truc? Je sais pas. Enfin bref. Pour être honnête sur les circonstances qui nous ont sauvés, compte tenu de mon âge et des pouvoirs actuels de Barbe Noire, je n'aurais pas pu le vaincre en combat singulier. Donc ce que je vous disais, Riley n'est plus à son prime, il le sait, il est objectif. C'est le fait que dans la situation où il était, il y avait les guerrières Kuja, s'il avait attaqué, il y avait Boa à côté de lui. Donc c'est tout qui aurait fait qu'il aurait pu rivaliser avec Barbe Noire, mais sinon en 1v1, il n'en est plus capable. Quoi qu'il en soit, on dirait bien que la marine a vu dans ses nouvelles armes le moyen de remplacer l'ordre des grands corsaires. Au final, ces 2 machines n'auront pas subi la moindre agriculture. Et d'ailleurs, il y en avait 3. Donc, petite erreur là en fait, c'est qu'on en a vu 3 séraphins. On a vu le séraphin de Boa, le séraphin de Miwok et un 3e séraphin que Koby lui donne l'ordre d'arrêter. Donc, petite erreur de son Dasonia, ou je sais plus comment elle s'appelle. Cette étrange grande sœur, l'une d'elles ressemblait trait pour trait à la petite fille que tu étais autrefois. Donc là, c'est pas trait pour trait, c'est qu'un Boa en coq enfant. Donc on est encore une fois sur la manipulation génétique de Vegapunk, ce que certains trouvent génial. Oui, nous faisons route en direction du port d'Edgehead. Quant à l'enlèvement du colonel Koby, le colonel Koby, héros de l'incident de Rocky Porter, est enlevé par l'équipage de l'empereur Barbe Noire. On ignore s'il est encore en vie. Mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Koby se fait enlever? Est-ce que Barbe Noire... En fait, moi, ce que je me dis, c'est pourquoi Koby se fait enlever? Si Barbe Noire lâche Boa et qu'elle détransforme tout le monde, bon, c'est un peu bizarre que Koby se fasse enlever. Ils auraient dû partir à l'amiable. Ce que je pense qu'il s'est passé, c'est que Barbe Noire, en fait, a accepté de libérer Boa Hancock. En contrepartie, il a enlevé Koby. Et le truc, c'est que Koby tout seul, quand t'as Silver Riley, Boa Hancock et Barbe Noire contre toi, bah tu ne fais pas la malin. Donc ils ont accepté. C'est un marine, c'est pas un allié, c'est un ennemi en soi. En plus, il nous a attaqué, donc rien à foutre. On s'en fout de qui c'est pas notre pote. Donc, à mon avis, ils se sont retournés contre lui en mode bon, eh ben très bien, je détransforme tes 2 commandants, tes hommes Barbe Noire, tu prends Koby, tu te casses, je détransforme la marine, vous cassez, et puis voilà. Je pense que c'est ce qui s'est passé, mais truc de ouf. Alors qu'est-ce qu'il va en faire de Koby? Ça c'est ce que je me demande. Est-ce qu'il va le ramener à Cross Guild pour avoir une intercation avec Cross Guild et donc récupérer de l'argent de sa prime? Est-ce que ce qu'il remettrait Koby avec l'empereur Baggy qui ferait avec Alvida, ça pourrait être drôle. Est-ce que je sais pas ce qu'il veut en faire. Je sais pas pourquoi il enlève en fait. C'est vraiment la vraie question. Pourquoi il enlève Koby, le colonel Koby. Ça je sais pas trop. Mais en tout cas les amis, c'est la fin de ce chapitre. J'ai très hâte d'être au chapitre 1060. Cette critique analyse aura duré 1 heure. C'est la plus longue critique analyse que j'ai pu faire. Vous êtes servis. Hein. Vous avez 1 heure de critique, 1 heure de blablatage sur One Piece. Moi j'ai adoré vous faire
faire cette vidéo, j'ai adoré vous faire ce critique. Je pense que vous l'avez compris, c'est un de mes chapitres préférés et j'ai adoré ce chapitre. Je vous ai parlé de plein de trucs que je pensais important de mettre en avant. Je vous rappelle, si vous voulez les vidéos sur Teach et Bois en Coque et les fruits du démon que je pense qu'ils ont, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires votre avis sur ce chapitre, sur certains passages du chapitre, sur ce que j'ai pu dire. Soyez respectueux s'il vous plaît entre vous et avec ce que j'ai pu dire ou ce que vous allez dire ou vos avis respectifs. Abonnez-vous si c'est pas fait. Je vous dis au prochain chapitre. Ciao tout le monde, à la prochaine. C'était Choupex. Bye bye.